Bienvenue. Il nous reste 3 présentations très intéressantes avant de conclure pour l'après-midi. Alors, Dr Gralla s'occupe d'ingénierie à l'Université de George Washington à Washington, D.C. Elle s'est occupée de la gestion des chaînes d'approvisionnement dans le développement international afin de développer des outils pour une meilleure prise de décision. Et elle nous fera une présentation sur une recherche qui a été faite avec les emplacements des centres de services. Et j'ai trouvé immédiatement des parallèles avec la façon dont nous établissons nos centres de distribution. Je crois que ça peut donc être très intéressant pour beaucoup d'entre vous. Je passe donc la parole à Erika. D'accord, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être là. Je vois que vous avez partagé l'écran à ma place. Oui, Erika, s'il vous plaît, on vous demande de ne pas parler trop vite et clairement. Et vous avez 20 minutes pour votre présentation. D'accord, je ferai de mon mieux. Alors, est-ce que vous pouvez revenir à la première diapositive, s'il vous plaît, celle du titre? Ou est-ce que vous voulez que je la partage moi-même? Oui, si vous voulez, pourquoi pas. J'espère que maintenant vous voyez bien. Oui, bon, très bien. Alors, bonjour ou bon après-midi. Je m'appelle Eric Gralla et c'est un travail que j'ai fait avec 2 collègues, Julia Moline de l'Agence fédérale de gestion des urgences des États-Unis et Jarol Genzel. Ce travail se pose la question de où emplacer un centre de service ou un point de distribution après une catastrophe. Vous voyez là une carte des dégâts après une inondation au Colorado. Et la FEMA, c'est-à-dire l'Agence fédérale de gestion des urgences, a dû décider où mettre ses centres de service parce qu'il fallait que les populations puissent accéder facilement à ces services et se servir de façon efficiente de ces ressources. Et donc, il voulait déployer du personnel. Comme l'a dit Mary, c'est un travail que nous avons fait il y a quelques années aux États-Unis, mais nous croyons que les modèles et les leçons que nous avons apprises sont probablement facilement transférables au contexte international et nous souhaitons en parler avec vous si ça peut vous intéresser. Alors, je vais vous parler un petit peu du contexte des États-Unis. Alors, ces centres de redressement après les catastrophes, nous allons les appelés centres de redressement, sont établis à côté des sites où il y a eu des catastrophes. On les ouvre très rapidement et pour une période limitée. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que les populations affectés puissent avoir accès à de l'aide. Ils doivent comprendre avec qui parler pour avoir de l'aide des différentes organisations, mais c'est très semblable à un point de distribution, même si dans ces cas-là, il s'agit de services, mais ça pourrait être des biens. Alors, voici l'histoire qui nous a fait impliquer au Colorado en 2013. Il y a eu des inondations très importantes et à des très grands dégâts pour les maisons. Et dans ce contexte, la FEMA a ouvert plusieurs centres de services et vous pouvez voir dans la carte en bas à gauche les différents centres de services qui ont été ouverts. Mais la capacité de ces centres de services n'était pas à la hauteur de la demande. La question qu'il se posait, c'est comment
Donc, comment ouvrir ces centres de services, combien et combien de personnel? Alors, afin d'aider FEMA à répondre à cette question, nous avons travaillé avec eux pour comprendre quelles sont les difficultés pour mettre à point un outil et s'en servir pendant une catastrophe. Donc, par exemple, les gens n'avaient pas confiance dans un modèle qui pouvait répondre à plusieurs types de catastrophes. D'autres s'inquiétaient plutôt euh, euh, de donner de l'aide plutôt que de faire des économies, ce qui est compréhensible. Et en plus, il y a des politiques et des réglementations. Et donc, nous souhaiterions comprendre comment les interactions entre ces modules et ces contraintes organisationnelles et culturelles. Alors, maintenant, on connaît le problème, il y a eu un désastre, on sait quels ont été les dégâts, on sait à peu près quelle est la population touchée et peut-être que vous avez des données des catastrophes précédentes sur les personnes qui devaient être aidées de la même façon. Et il faut décider où établir ces centres de services et combien de personnel pour chacun d'entre eux. Alors, je vous ai raconté quel est le problème, mais je ne vous ai pas dit pourquoi c'est difficile. Alors, dans ce cas-là, il y a une coordination très complexe entre plusieurs parties prenantes. Il y a le gouvernement fédéral, étatique, les parties prenantes locales, et chacune de celles-ci a des objectifs différents et il n'y a pas de processus de décision formel qui sont en place. Et en plus, il y a des objectifs concurrents parce que d'un côté, il faut que la population puisse avoir accès à ces centres de services sans trop devoir conduire. Il faut avoir suffisamment de personnel pour aider tout le monde et ils veulent aussi être très visibles. Ils veulent qu'on voit qu'ils sont en train d'aider la population et ils veulent aussi chercher à contenir les coûts les plus possibles. Et donc, l'objectif, c'est de trouver un outil qui puisse systématiser tout ça et aligner les exigences des différentes parties prenantes. Et donc, nous avons en fait établi deux modèles qui résolvent le problème. Alors, tout d'abord, il y a le modèle juridictionnel, c'est un terme très américain. C'est un modèle très simple qui est très facile à comprendre. Ça n'est même pas un modèle en fait. Tout simplement, il formalise ce que les décideurs politiques sont déjà en train de faire. Donc, on dit, par exemple, on entreprendra ces 3-4 étapes et on va se servir de ces données et de quelques petites équations pour que ce processus soit plus efficace. L'autre modèle, celui du temps de voyage, est plus sophistiqué et c'est un modèle d'optimisation mathématique qui est beaucoup plus difficile à comprendre et qui défie certaines des hypothèses et des règles existantes. Alors, je vais vous parler un petit peu mieux de chacun des modèles. Alors, tout d'abord, le modèle juridictionnel, celui qui formalise ce que les gens font déjà, prend des décisions comté par comté. Donc, ce sont des petites unités territoriales et on peut en analyser que l'une à la fois et on peut dire, par exemple, qu'on va ouvrir un centre de service dans ce comté-là s'il y a suffisamment de visiteurs attendus afin qu'il y ait un seuil minimum. Et donc, par exemple, il y a un nombre minimum de personnes pour lesquelles on peut ouvrir un centre de service. Ceci est basé sur le censement de la population et les données historiques, c'est-à-dire combien de personnes verront au centre de service. Et on fait ça pour tous les comtés. Alors, le modèle des temps de voyage considère tous les comtés à la fois. C'est un modèle d'optimisation afin que chacune des personnes qui probablement s'adresserait à un centre de service puisse arriver à l'un de ces centres avec un délai maximum de transport d'1 heure.
Et comme ça, on peut garantir cette amélioration en termes d'accès au service. Alors, pour voir si ces modèles sont bons, nous les avons employés dans 3 catastrophes et nous les avons comparés par rapport à ce qu'a fait FEMA réellement. Donc, une inondation rapide au Colorado, un flash flood aussi en Illinois et des tornados, toujours en Illinois. Alors, ce sont des catastrophes différentes en termes justement de dégâts. Alors, cette inondation a eu lieu à Chicago, qui est une très grande ville, alors qu'au Colorado, c'était plutôt dans des zones rurales, et la troisième dans une zone extrêmement rurale. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer dans les diapositives qui va venir, c'est la comparaison entre ces deux modèles pour voir ce qui s'est passé. Alors, dans ces 2 inondations, là, c'est la capacité, c'est-à-dire le nombre de visiteurs par semaine que l'on pouvait gérer. Et sur l'axe des ordonnées, les X, nous avons le nombre de visiteurs. Et en noir, vous voyez la capacité réelle de FEMA. Donc, vous pouvez voir que la FEMA avait mis en place donc une capacité qui était bien au-delà de ce qui était requis. Alors, en jaune, c'est le modèle de la juridiction. En rouge, excusez-moi, et en jaune, c'est le modèle issu des délais de transport et de voyage. Alors, si on regarde donc la durée de temps employé pour chacune des personnes pour s'adresser à l'un de ces centres, on peut voir que dans certains cas, les gens ont dû voyager de 3 à 4 heures dans la réponse réelle, c'est-à-dire l'encadré en bleu. Et dans un cas, là, il s'agit de la zone extrêmement rurale. Comme vous voyez, les délais étaient très longs. Alors, pour le modèle de la durée du voyage, comme vous voyez, en fait, le délai maximum était toujours d'1 heure. Donc, disons que l'on garantissait un accès plus équitable. Ensuite, en ce qui concerne les coûts nous avons les coûts donc sur l'axe vertical. Mais nos modèles, le modèle de la juridiction en orange et le modèle gris, comme vous voyez, ont été en mesure d'abattre les coûts de façon très importante. Et dans l'autre graphique, on voit pourquoi. Ici, on voit le nombre de centres de services qui ont été ouverts. Et avec nos modèles, on en a ouvert beaucoup moins en fait. Et quand même, ceci a été suffisant pour répondre aux besoins des populations. Et donc là, vous voyez l'emplacement géographique de ces centres de services. C'est un peu difficile de bien lire ces graphiques, mais si vous vous concentrez tout d'abord sur les points bleus, ce sont les centres de services qui ont été ouverts par FEMA. Et on peut les comparer avec les petits carrés orange, ceux qui sont ceux ouverts sur la base du modèle de la juridiction. Comme vous voyez, on en a ouvert beaucoup moins que par rapport à ceux qui avaient été ouverts par FEMA. Là, il y en a d'autres, un peu plus, mais quand même peu. Et là, en fait, il n'y en a qu'un seul. Et on peut aussi faire une comparaison avec les étoiles vertes. Ce sont les centres de services ouverts sur la base du modèle des délais de déplacement, toujours de 1 heure. Et vous pouvez voir donc qu'ils sont mieux déployés sur le terrain. Alors, lorsqu'on a comparé ces 3 catastrophes, on a vu des grandes améliorations sur la base de ces méthodes
par rapport à une prise de décision non structurée avec une réduction de coûts de 55 à 85%, c'est-à-dire de 158 000 à 1,5 million de dollars américains, rien que pour la première semaine. Et le modèle issu du délai de déplacement garantit un accès équitable à toute la population. Alors, les deux modèles permettent de faire des économies en termes de coûts, mais il y a une grande différence entre les deux parce que le modèle de la juridiction est très facile à employer et c'est ce que les gens font déjà en fait. Il y a tout simplement un petit peu de données additionnelles. Le modèle basé sur les délais de déplacement est beaucoup plus difficile à employer et à d'appliquer. Celui qui est employé par FEMA est le plus simple. Ils se servent du modèle de la juridiction depuis plusieurs catastrophes déjà et nous espérons que ceci nous permettra donc d'avoir des approches plus sophistiquées à l'avenir. Alors, la conclusion pour FEMA, c'est qu'il y avait vraiment l'occasion de faire de très grandes économies en termes de coûts et d'améliorer aussi les services en même temps, et donc d'avoir des outils simples qui présentent des données et qui peuvent permettre d'établir des bénéfices dans la pratique. Ce sont des modèles, notamment ceux faciles à mettre en œuvre, qui peuvent être très utiles pour servir d'appui à la prise de décision. Et donc, nous estimons que ce modèle-là pourrait être employé aussi dans le contexte international. Et donc, si vous êtes intéressé, nous sommes impatients de pouvoir collaborer avec vous. Vous voyez affiché à l'écran mon courriel. Merci. Merci beaucoup, Erika. Je trouve ça très intéressant parce que lorsque l'on décide où mettre des points de distribution ou bien où en placer les entrepôts, je crois qu'on emploie peut-être dans le meilleur des cas le modèle juridictionnel ou peut-être même pas dans certains cas. Donc, je crois vraiment que nous pourrions beaucoup employer ça dans notre travail, non seulement pour certains des programmes déjà en cours que nous avons. Et je suis en fait un peu déçue qu'en tant que cluster logistique, on ne puisse pas tester ces modèles et les mettre en comparaison avec nos outils à nous, mais peut-être que sur le terrain, on pourra commencer. Je ne sais pas s'il y a des questions. On a encore 2 minutes si vous souhaitez poser des questions. De la part aussi de nos participants en ligne. Alors, vous avez les données de contact de Erika et donc, j'espère. Ah, il y a une question d'Ahmed. Entre les deux modèles, est-ce qu'il y a le même délai de temps pour prendre la décision? Alors, je crois que votre question peut être comprise de deux façons, mais la réponse c'est oui, les deux modèles peuvent être employés dans le même délai de temps. Et pour prendre la même décision, une chose dont je ne vous ai pas parlé, je vous ai parlé de ce qu'on fait lors de la première semaine. Mais il y a aussi un processus pour décider lequel de ces centres de services doit rester ouvert, lequel il faudra fermer, lequel devra être peut-être renforcé ou pas. Et donc, en termes d'échéance, nous avons deux approches différentes. Il y a tout d'abord l'approche immédiate et ensuite le suivi au cas par cas, mais elles sont toutes les deux très rapides et elles se servent des mêmes données. Non, le modèle basé sur le temps de déplacement se sert de données légèrement différentes. Mais tant qu'il y a les données disponibles, on peut se servir de l'un de l'autre. Donc, alors pour le modèle facile, en fait, il suffit de beaucoup moins de données.
Alors, est-ce que vous voulez bien partager avec nous des documents en ce qui concerne les processus des deux modèles? Oui, 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 on pourra les mettre sur la page web de la réunion d'aujourd'hui, pourquoi pas, à la fin de la session. Et en tous les cas, cette session est enregistrée et donc si vous souhaitez la partager avec d'autres collègues de l'organisation, on pourra le faire. Toutes les sessions sont enregistrées et seront elles aussi disponibles sur le site web, pas immédiatement après la réunion, mais un peu après. Je serai en tous les cas très heureuse de partager le document dont je dispose, mais il est un peu académique, donc n'hésitez pas à m'écrire et je vous répondrai. Merci. Très bien.